Bonsoir tout le monde, nous sommes donc le 21 novembre et nous allons regarder ensemble le module numéro 4 d'initiation qui concerne la création des GANs. Alors cet enregistrement a été réalisé après coup parce que j'ai eu un souci au niveau de l'enregistrement en direct. Il y avait 17 personnes ce soir et donc pour ceux qui nous suivent sur le YouTube, je donne cette nouvelle session en live. Donc, la dernière fois, dans le module numéro 3, nous avions vu la méthode à la soude chaude, qui est une méthode assez dangereuse, on l'a vu, puisqu'il faut se protéger intégralement par rapport aux projections non seulement d'eau chaude, mais aussi de vapeur de soude. Hein. Et par contre, c'est une méthode qui est vraiment très efficace et elle est recommandée par la Fondation, parce que c'est vrai que la qualité est au rendez-vous. Hein. Bon, cette méthode aussi nécessite du matériel, c'est sûr, mais on a un rendu qui est extraordinaire. Il faut donc se protéger, lunettes, gants, tenues adaptées, c'est important. On a vu aussi que les séquences étaient longues et qu'elles devaient être réalisées avec beaucoup de soin. Encore une fois, c'est la qualité à la sortie qui sera garante de cette affaire-là. Ensuite, quand les pièces sont non revêtues, il faut penser à les stocker en les protégeant les unes par rapport aux autres. C'est très important. Ce soir, nous allons traiter du bon choix de l'eau. Alors, bon, mais le choix de l'eau, comme je l'ai écrit, c'est pas simple parce qu'on sait qu'il y a de l'eau partout. C'est un bien qui nous permet de vivre sur Terre. Mais on sait aussi que pour les GANs, c'est un élément majeur. Donc, il faut faire un choix qui est particulièrement judicieux et sous contrôle de la Fondation, bien sûr. L'eau de Gans, l'eau qu'on met dans un Gans, elle est systématiquement salée. On verra qu'il y a plusieurs dosages de sel suivant le Gans que l'on veut créer, mais c'est un peu impératif. L'eau est salée. Donc on verra aussi comment on peut saler l'eau aujourd'hui. Sa pureté aussi affecte le résultat. Effectivement, si on a de l'eau qui n'est pas, qui est un peu dégradée, on va modifier les caractéristiques du gans et altérer ses performances. Donc, on peut se poser la question, quelle eau va-t-on utiliser pour créer un gans? On sait qu'on a de l'eau potable, on a de l'eau de pluie, de l'eau de mer, de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée, de l'eau osmosée. Donc, on a un choix en fait assez important. Mais on va vite voir que la réponse est assez restreinte. On commence par l'eau courante. Cette eau, effectivement, elle est peu recommandable parce que même si elle est propre à la consommation, il y a beaucoup de composés qui ne sont pas compatibles de la création d'un gaz. Il y a des sels minéraux, des micro-organismes, des nitrates, des fluorures, même des pesticides. Alors même si c'est dans un taux inférieur à la norme en vigueur pour que nous puissions l'absorber, c'est pas compatible pour faire un gaz. L'eau de pluie. Ben, l'eau de pluie, en ce moment, on est servi, mais cette eau, elle est peu recommandable aussi. Parce qu'à la sortie du nuage, même, et encore le nuage, je pense, les nuages sont pollués, mais à la sortie du nuage, quand l'eau de pluie traverse l'atmosphère, elle est légèrement acide et la composition de l'eau est perturbée par les énergies fossiles, c'est la combustion des pots d'échappement, le rejet d'oxyde d'azote des voitures, le rejet de dioxyde de soufre avec les activités industrielles, donc toute l'eau de pluie est chargée. C'est très rare maintenant d'avoir de l'eau de pluie pure, je crois que ça n'existe pas d'ailleurs. J'ai fouillé un petit peu plus ce qui se dit sur Internet au niveau des laboratoires. On s'aperçoit que l'eau de pluie contient beaucoup d'éléments qui sont des polluants. En majorité d'ailleurs, seul le sodium pourrait à la limite sauver l'affaire, mais bon, c'est pas du tout, cette eau de pluie n'est pas du tout compatible de la mer enceinte. L'eau de mer. Bon, l'eau de mer, la mer c'est super, mais bon, elle doit être utilisée cette eau
pour faire un gant spécifique, c'est le gant d'eau de mer. En dehors de ce gant-là, il ne faut pas l'utiliser parce qu'elle contient beaucoup d'éléments, les meilleurs comme les pires. Si on devait isoler les pires, il faudrait avoir du matériel vraiment très coûteux pour pas grand-chose finalement. Et donc, il faut se dispenser d'utiliser l'eau de mer. L'eau déminéralisée. Alors, l'eau déminéralisée, elle est connue de tout le monde, hein, mais il n'y a aucune mention de la Fondation à propos de cette eau. Ce type d'eau, on appelle ça aussi l'eau désionisée, hein, mais elle tient encore des matières non chargées, organiques, et donc elle n'est pas adaptée, à mon avis. On sait tous les fonctions de cette eau déminéralisée, hein, c'est pour retarder l'entartrage des fers à repasser, décollage de pain, nettoyeur à vapeur. Ensuite, bon, en utilisant les batteries, les accumulateurs, on s'en sert même au niveau domestique pour les plantes et pour un tas de choses, mais pas du tout pour faire des ganses. L'eau osmosée. L'eau osmosée, pareil, il n'y a pas de mention de la fondation à propos de cette eau. L'eau osmosée, elle est fabriquée à partir de filtres, elle passe dans des filtres et elle est l'eau de base des aquariums. Et ensuite, bon, pour chaque spécificité d'aquarium, il y a des ajouts qui sont créés, mais essentiellement, elle peut pas être compatible de GANS dans la mesure où il faut vraiment s'assurer que les filtres soient correctement, qu'ils soient propres, parce que ça ne peut pas marcher autrement. Et ça, c'est très difficile. Quand on va dans un magasin acheter ou acquérir de l'eau osmosée gratuitement, on ne peut pas savoir dans quel filtre et dans quel état du filtre dans lequel elle est passée. Donc, c'est un aléa. Moi, j'ai fait les frais de ça hein, parce que je pensais que l'eau osmosée était intéressante. Et le dernier lot que j'ai eu, j'ai 4 gants qui sont fichus à cause de ça. Voilà. Donc, c'est très important de choisir la bonne eau. Et finalement, la bonne eau, c'est l'eau distillée, qui est recommandée vraiment par la Fondation. L'eau distillée, elle subit, comme son nom l'indique, une distillation. Donc, elle contient des molécules d'hydrogène et d'oxygène, un peu de carbone, mais c'est de l'eau qui est qualifiée d'eau purifiée. Donc, pour ma part, je sais qu'il existe plusieurs eaux distillées. Il y a des distillations qui sont plus ou moins profondes, on va dire. Et donc, j'ai choisi de l'eau distillée de laboratoire que je vais mettre en œuvre très prochainement et donc je vous ferai part dans les prochains mois puisque je vais l'utiliser pour faire d'autres ganses. Finalement, on n'a pas beaucoup de choix dans l'eau finalement, hein, puisqu'on voit que toutes les eaux qui sont passées en revue, que ce soit l'eau du robinet, l'eau déminéralisée, l'eau osmosée, l'eau de mer ou l'eau de pluie, eh bien, elles ne conviennent pas. En fait, la seule qui convienne, c'est bien sûr, c'est l'eau distillée. Voilà, donc on s'en tient à ça. C'est recommandé c'est vrai par la Fondation et je pense que c'est pas pour rien. À la base, on a deux choix possibles de sel, puisqu'il faut saler cette eau. On se rend compte, pour vraiment simplifier les choses, qu'il y a deux choix de sel possibles. C'est le sel qui est vendu en pharmacie, de type copper. C'est la photo qui est en haut à droite. C'est du sel qui est très fin, hein, en poudre. Hein. Et puis du sel pur, la deuxième version, c'est le deuxième choix, c'est le sel naturel de Guérande, qui est pur à 99,9%, ou le sel de roche. Alors je vous avoue que le sel de roche, je ne connais pas. Par contre, je connais bien le sel de Guérande et je connais bien le sel vendu en pharmacie puisque j'ai utilisé les deux. On va reparler surtout du sel de pharmacie parce que c'est, à mon avis, c'est un souci pour les ganses quand même. La teneur en sel,
qui permet d'avoir de l'eau salée pour créer un ganse, la teneur en sel est précise. C'est-à-dire que cette teneur en sel, elle évolue de 3 à 10%, suivant les ganses que l'on veut réaliser. Bon, alors pour faire ça, c'est très simple. Il faut doser avec précision la quantité de sel, donc on va voir comment on fait. Hein. Et puis épurer le sel et capturer les impuretés qui restent encore un petit peu, même si le sel est réputé intègre, complètement intègre. Dosage de la quantité de sel, bon c'est très simple, hein. On sait que l'eau, 1 litre d'eau ça pèse 1 kg, hein. Si on veut faire 10%, en prenant l'exemple qui est sur la diapositive, si on va faire 1 litre d'eau dosé à 10%, eh bien on va ajouter 100 g de sel. Alors pour ce faire, moi j'utilise un petit bécher, c'est un petit récipient qui est dédié à ça, je l'ai acheté tout neuf, il fait que du dosage de sel. Et je vous conseille de faire ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre dosage, vous le rangez bien comme il faut dans une boîte, si possible dans une poche en plastique pour pas qu'il soit souillé, et vous en servez systématiquement pour ça. Vous posez ce récipient sur une balance de cuisine, vous faites la tare, c'est-à-dire que vous remettez à zéro le poids, pour ne pas intégrer le poids du récipient vide. Vous versez 100 g de sel dans le récipient, vous égalisez un petit peu la surface et puis vous faites un trait repère à 100 g. Alors moi je fais ça, comme sur la photo, parce que c'est très utile quand on a des dosages pour, par exemple, 1,5 litre ou 2 litres. On fait des doses de 100 g et puis on les ajoute beaucoup plus facilement. Le filtre, il va nous servir pour retenir toutes les impuretés, même pour le sel de Guérande, il est très très utile. Hein. Donc, nous avons bricolé un petit montage qui nous permet de faire un support de filtre, parce que vu la forme du filtre, qui est en fait un filtre à café synthétique, qui est en forme de V, il ne tient pas tout seul dans un bidon quand on va faire le mélange avec l'eau distillée. Donc, on a imaginé à partir d'une bouteille d'eau minérale, de la découper. On a une petite pièce qui est en colle de cygne et on fait beaucoup de trous à l'intérieur, en périphérie, partout, pour que l'eau puisse passer. Et on fait ça au fer à souder ou avec une pointe chauffée. On n'utilise pas de perceuse parce que vous allez casser tout de suite le plastique de la bouteille. Donc il faut une pointe chauffée si vous n'avez pas de fer à souder, mais c'est vite fait ça. Hein. Vous les bavurez, vous le nettoyez comme il faut, et puis ensuite, comme pour le récipient qui sert à peser le sel, dès que c'est fini, vous emballez tout ça et vous mettez ça dans une boîte bien à l'abri de toute la pollution. Le récipient qui va accueillir l'eau ainsi que le filtre qu'on vient de voir pour le sel, eh bien c'est tout simplement un bidon en plastique propre hein, que j'ai découpé sur 3 côtés et le 4e côté me sert de charnière. Ensuite, j'ai mis de l'eau distillée dedans et je l'ai gradué tous les 0,5 litres. Pourquoi je fais ça? C'est parce que tout simplement, quand on fait un ganse, on ne fait pas 0,5 litres de ganse. Moi, je n'ai jamais fait. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi, je ne fais pas ça. Par contre, ça me sert de repère et je fais des ganses de 1 litre, 1,5 litre, voire 2 litres. Jamais au-delà. Je sais qu'il y en a qui font des ganses avec beaucoup de quantité d'eau, mais je ne vois pas trop l'utilité. D'autant que quand il va falloir le dessaler, on va aussi consommer beaucoup d'eau pour dessaler. Plus le volume d'eau initial est important, plus on utilise d'eau pour dessaler. Donc, je le gradue et puis je m'en sers comme récipient et ça va être très utile pour positionner le filtre tel que le montre le schéma. On met le filtre dans le fond du récipient, il y a un schéma et une photo. Ensuite, on remplit le filtre de la quantité de sel que l'on souhaite. Si c'est 10%, c'est 100 grammes. Si c'est 3% pour 1 litre, bien sûr, c'est 30 grammes, et ainsi de suite.
Alors bien sûr, on peut remplir le filtre avec le sel avant de le poser dans le bidon, hein, ça va de soi. Par contre, je vous recommande de mettre des gants propres pour faire ces manipulations, puisque vous allez avoir un contact avec donc tous ces ustensiles, entre guillemets, qui vont eux-mêmes être en contact avec l'eau après. Il va de soi que, comme ça m'a été dit ce soir, il va de soi que toutes ces pièces, le filtre, le support de filtre, le bidon, ils sont bien sûr propres. Il n'y a aucun problème là-dessus. On ne peut pas créer un gant déjà en démarrant avec une eau qui est polluée, c'est pas possible. Donc il faut mettre tous les atouts de son côté et puis réaliser quelque chose de propre. Une fois que tout ça est en place, c'est-à-dire que le sel est dans son filtre et que l'ensemble est dans le bidon, eh bien on remplit le volume souhaité. Bon, par exemple, là c'était pour 1 litre, hein, pour 1,5 litre, et on s'arrange toujours à ce que le dessus du filtre dépasse d'environ 1 cm par rapport à la surface de l'eau. Pourquoi? C'est parce que ça va nous permettre de le récupérer, ce filtre, et il va être chargé des impuretés du sel, hein, et ça va nous permettre de le dégager sans problème par rapport à la surface de l'eau et des éventuelles souillures qu'il pourrait encore y avoir à cette occasion-là. Alors, bien sûr, avant de le sortir, moi, une fois qu'on a rempli d'eau, je le laisse 24 heures. Il n'y a pas de spécification là-dessus, mais bon, j'attends que le sel soit complètement dissous. Et puis ensuite, 24 heures après, j'évacue le filtre délicatement, ainsi que le support pour avoir de l'eau salée, le volume qui va bien pour qu'elle le ganse. La création d'un gaz de bonne qualité passe aussi par un bon setup. Alors je rappelle que pour faire un gaz, on a toujours 3 éléments. On a l'eau salée, on vient de le voir, hein, qui est dans un récipient, bien sûr. Et les 2 autres éléments, ce sont la bobine ou la plaque de matériaux non revêtus. C'est sûrement, à coup sûr, soit du cuivre, soit du zinc, suivant le gaz, hein. Et puis, une plaque de matériaux autres, ça peut être du cuivre nu, du zinc pur, du fer et du zinc. Enfin bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on verra la prochaine fois, puisque dans la prochaine session qui aura lieu le 12 décembre, on commencera par le gaz de CO2. Donc, tout ce système de setup crée un champ, on l'a vu dans le module numéro 1. Hein. Ce champ permet d'attirer le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote de l'ambiant, hein, et ainsi que le CO2 pour obtenir un précipité. Et ce précipité, en fait, c'est le gaz solide. Quand on constitue un setup, c'est une affaire qui doit être faite avec une intention positive et avec de la patience. Si vous vous levez, que vous n'êtes pas bien, que vous avez des soucis, que vous êtes perturbé, ne faites pas de gants. Attendez d'être dans un état de repos, de quiétude, qui vous permet de bien intégrer ce que vous êtes en train de faire, et surtout avec mettre la bonne intention. C'est très important. Ensuite, bien sûr, ça va de soi, il faut suivre les instructions. C'est-à-dire que la Fondation, M. Kesch et son équipe, a établi un processus, comme pour le monocotage, hein, pour créer un gans et pour créer les gans. Et il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Ensuite, bien sûr, il faut pas laisser le gans dans un coin, il faut quand même le surveiller de temps en temps et pour éviter les écailles. Ce que je disais ce soir à la session qui était ouverte, je recommandais plusieurs choses. Quand on fait un gans de CO2, par exemple, le bac qui a servi de gans de au gans de CO2, il doit servir qu'au gans de CO2. Il est hors de question que vous utilisiez ce bac qui a servi au gans de CO2 pour faire du CH3 derrière, hein, ou du ZNO, ou tout ce que vous voulez. C'est hors de question. Il faut dédier le bac à un gans. C'est obligatoire. Ensuite,
quand vous créez un gans, il faut qu'il y ait une distance minimum entre deux gans. Je l'ai déjà dit pas mal de fois, c'est très important. Si vous faites un gans de CH3 à côté d'un gans de CO2, les champs vont se mélanger. Vous n'obtiendrez rien de bon. Il faut absolument que les gans soient dissociés, c'est-à-dire que vous faites un gans de CO2 si vous voulez, un gans de CH3 si vous voulez, mais vous les éloignez l'un de l'autre de minimum 5 mètres pour pas qu'il y ait de soucis. Autrement, ça va poser problème. Alors, avant de voir un petit peu les petits aléas qu'il pourrait y avoir qui sont classiques, et compte tenu de ce qu'on a vu dans les modules précédents, c'est-à-dire le procédé d'un revêtement, le choix de l'eau et de la salinité qu'on vient de voir là, avant de parler des setups des gants, on verra ça la prochaine fois, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe dans le récipient. Quand on a fait le setup et que tout est OK, dans les jours qui suivent le démarrage du processus, il y a des bulles qui apparaissent sur les parois et sur le matériau nano revêtu. Alors, j'ai essayé de faire une photo et j'ai entouré les bulles de petits cercles, des petits ovoïdes jaunes là. J'ai voulu faire une belle photo parce que j'avais des belles bulles, mais j'ai promené un petit peu le bac pour faire la photo et les bulles ne m'ont pas attendu. Donc, il y en a quelques-unes malgré tout que vous voyez, et c'est un spectacle qui est assez sympathique à voir parce qu'il y a de la vie. C'est-à-dire que ces bulles, ça montre qu'il se passe des choses. Et c'est assez excitant, je trouve que moi je trouve ça super. Alors ces bulles, j'ai compilé un petit peu ce que disait Monsieur Kesch dans la revue Plasma. Ce sont des bulles d'oxygène en fait. Et à propos de la revue Plasma, ceux qui savent lire à l'anglais peuvent se référer au numéro de janvier 2019 où Monsieur Kesch a fait un article remarquable sur les gans. C'est vraiment une source d'inspiration qui va m'inspirer pour les prochains modules, ça c'est sûr. C'est super. Dans les semaines qui suivent le démarrage du processus, on a l'apparition d'un dépôt sédimentaire, c'est le GANS en fait. Alors il y a deux photos qui ont été prises ici. On a du GANS de CO2 ZNO. On voit très bien le GANS de ZNO au fond et le GANS de CO2 au-dessus. Là c'est sur la vue de gauche, hein, c'est blanchâtre et blanc un peu plus pur. Hein. Et ensuite, on a un GANS de CUO sur la vue de droite. C'est ce qu'on doit obtenir. En surface, en même temps, on a une fine couche qui se constitue, qui est, on dirait un petit peu la banquise vue sur la photo, là, mais c'est très sympathique aussi. C'est-à-dire que là aussi, en fait, ce sont les acides aminés qui se combinent et qui viennent à la surface. Je vous rappelle la structure élémentaire de l'acide aminé que nous avons, deux hydrogènes, un azote, deux carbones et deux oxygènes. Et c'est la base des acides aminés que nous avons dans le corps humain. Nous avons, je crois, 25 acides aminés différents. Et c'est à partir de cette base que ceux qui se sont combinés et qui se créent. On verra comment on les utilise après. Ces acides aminés seront récupérés à part dans un bocal qui leur est dédié. On verra ça plus tard. Le scénario d'échec. Bon, le scénario d'échec, ça arrive. Hein. Moi, j'en ai fait les frais, on en fait les frais tous, plus ou moins, à un certain moment. Hein. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Et bien, bon, il suffit d'appréhender comme il faut les gants, et puis ensuite, ça va tout seul. Quoi. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Tout d'abord, il y a le verdissement partiel des plaques ou des bobines. Alors, c'est de l'oxyde de cuivre. Ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, vous pouvez commencer à avoir les premiers symptômes, ou même plusieurs semaines. Alors bon, la première cause possible, c'est un défaut de nanorevêtement. Alors il y a les manipulations sans gants qui sont pas terribles, parce que bon, si vous avez un petit peu de sueur ou de saleté sur les mains, ça dégrade complètement. Il ne faut jamais manipuler les produits nanocotés sans gants.
Il peut y avoir la rupture des couches de carbone aussi. Et donc l'eau va attaquer directement le cuivre, parce qu'elle va profiter de cette faiblesse-là, qui est due sûrement peut-être à une chute de la pièce, un choc, un pliage. Quand on fait tomber une pièce, on ne se rend pas trop compte, mais comme on est à l'échelle nano, les couches de carbone bon, sont peut-être fissurées, et on ne le voit pas à l'œil nu, bien sûr. Hein. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a un gros souci après, puisque l'eau, elle sait où est la fissure, elle y va direct, et ça crée donc cet oxyde de cuivre. Ensuite, on peut aussi avoir un nombre de couches insuffisant dans certaines zones. Alors ça, c'est classique quand on utilise le nanocotage au chalumeau. Hein. Si on n'a pas fait quelque chose de très régulier, eh bien, on s'expose à ce genre de mésaventure. Mais bon, c'est de plus en plus rare, je dirais, parce que déjà, le nanocotage au chalumeau, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, on fait beaucoup à la soude. Hein. Et c'est une cause assez rare. La deuxième cause possible, c'est un degré de salinité de l'eau trop élevé. Alors je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au sel de pharmacie. Moi j'ai eu un souci avec ce sel de pharmacie parce qu'il est vraiment, il attaque fort. À tel point que j'ai testé un Gans avec 10% de ce sel. J'ai eu le souci tout de suite avec mes bobines qui étaient réputées bonnes. J'ai dégradé un petit peu la salinité et j'en ai refait un autre à 5%. J'ai encore eu le souci. Il a fallu que je fasse tomber le degré de salinité très très bas pour ne plus avoir de problème et avoir du gaz, bien sûr. Donc attention au sel de pharmacie. Franchement, le sel de Guérande était plébiscité par Sandor dans ses cours et je crois qu'il a raison. Il avait raison. Alors, il y a autre chose aussi qui peut arriver, c'est qu'on peut utiliser ce phénomène d'oxyde de cuivre peut se présenter si on utilise de l'eau en présence de chlore. Alors bon, moi j'ai pas testé ça, mais c'est dans les cours, j'ai vu ça encore récemment, là je l'ai relu et j'ai vu qu'il y avait un souci avec ça. Alors la présence de chlore, c'est assez sournois, hein, puisque le chlore, bon, il est dans l'eau du robinet, je sais, mais après, je vois pas trop, c'est de l'eau polluée de toute façon. Hein. Donc à ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est utiliser de l'eau distillée de bonne qualité, de l'eau de laboratoire. Je vais recevoir un kit d'un laboratoire dans les prochains jours et je tiendrai au courant les auditeurs pour savoir comment ça se passe par rapport aux gants. Parce que c'est une eau qui est quand même relativement chère. Je me suis fait avoir avec l'eau osmosée parce que je pensais qu'elle était bonne et en fait j'ai eu aussi un souci avec ça. C'est-à-dire que le dernier lot que j'ai acheté, en fait, le filtre qui a permis de faire l'osmose était sale. Donc l'eau ne correspondait plus aux, aux qualités qu'on attendait. Et donc c'est un vrai problème. Donc plus d'eau osmosée. Ensuite, on peut avoir aussi de l'eau qui devient laiteuse. Alors bon, ce phénomène-là, il apparaît très rapidement pour certaines ganses, c'est-à-dire que si on fait du gans d'eau de mer et qu'on a encore des traces de soude sur le matériau qui est nano-revêtu, eh bien là, il va y avoir une combinaison avec le calcium qu'il y a dans l'eau de mer et on va avoir une laitance telle que sur la photo, on voit Sandor qui est en train de tenir un bac. Alors ça, c'est extrait d'une vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo. En quelques secondes, l'eau qui était translucide est transformée, elle devient laiteuse. Donc, c'est pas du gaz du tout, mais c'est en fait une réaction chimique. Ensuite, ce qu'on peut avoir aussi, c'est un dépôt blanc sur les matériaux. Alors, c'est un dépôt qui est en relief, vraiment. Hein. Mais en fait, c'est un dépôt de sel qui est assez important, qui se dépose sur le matériau nano-revêtu, sur les fils en particulier. On verra comment on monte ça la prochaine fois. Mais c'est au-dessus de la surface de l'eau et c'est tout à fait normal. Ça fait partie du process. Ensuite, bien sûr, on peut avoir
de quelque chose qui blesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas de production de gans. Alors, il faut savoir que ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'un gans, ça ne se fait pas en 3 jours. Ceux qui disent ça, eh bien, ils ont tout faux. On le fait en 3 jours quand on fait un stage de formation pour expliquer comment ça se passe, pour accélérer les choses. On met même un petit peu de tension, on met un volt, je pense. Hein. On force sur le sel et tout ça, ça fait une mixture qui est un gans pas de bonne qualité, mais enfin ça permet aux stagiaires de voir ce qui se passe dans le setup. Par contre, quand on fait un gans qu'on souhaite de très bonne qualité, il est impératif d'avoir de la patience et donc du temps. J'ai réalisé un gaz de CO2 pur. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plus de 6 mois. Et donc, il faut vraiment être conscient de ça. La fondation recommande de faire des gans relativement souvent. Un gaz de CO2 qui se veut être du gaz de CO2, c'est donc plusieurs mois. Et il est conseillé de faire un gans par mois. Par exemple, pour le CO2, vous commencez en janvier, vous allez le récupérer au mois de mai, au mois de juin. Donc, idéalement, il faudrait faire des bacs de gans tous les mois. Donc, vous avez au moins 5 ou 6 bacs de gans de CO2. Et puis, vous faites un roulement. Donc, moi, je ne suis pas encore rendu là, mais j'ai quand même plusieurs bacs. Voilà. Ensuite, bon, on peut se poser la question, effectivement, si au bout de quelques mois, on n'a pas ou même plusieurs semaines, hein, si on n'a pas une production, il faut réviser tout ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a la bonne salinité? C'est un problème parce que ça m'est arrivé avec la canicule, il faisait très chaud même dans la maison, et l'eau s'était évaporée, je me suis un peu précipité, et puis en fait, j'ai remis de l'eau et j'ai refait le niveau, mais avec de l'eau qui n'était pas salée. En fait, il faut refaire le niveau, mais avec de l'eau salée. C'est important, et la même eau salée. Donc moi j'ai des bocaux avec de l'eau salée, je me suis précipité, j'ai fait l'erreur. Ensuite, il faut bien vérifier, est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans la distance entre les plaques ou entre la plaque et la bobine. Parce qu'il y a des gants où vous aurez 10 cm d'écart entre les deux matériaux, et puis il y en a d'autres où ça sera un peu plus près. Donc il faut se poser la question. Ensuite, et c'est très important, cette dernière phrase-là, c'est les connexions. Les plaques, ou la plaque et la bobine, sont connectées entre elles via une LED, on verra tout ça plus tard. Mais bon, il y a donc des fils, et ces fils, il faut qu'ils assurent une bonne continuité. S'il n'y a pas de continuité, ça marchera beaucoup moins bien. Nous verrons tout cela, comme je l'ai écrit, dans un prochain module, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'étude des gans. Donc si je résume un petit peu, ce soir, ce que nous avons vu dans le module numéro 4. On fait des gans avec de l'eau distillée de qualité. On utilise du sel de Guérande, il faut le privilégier par rapport à tous les autres sels. D'ailleurs, j'aurais pu photographier une fiche qui est dans les cours, d'ailleurs, les cours de base de M. Kesch, qui montre l'analyse d'un sel aux États-Unis réputé pur. Je ne vous dis pas la trentaine de composés qu'il y a à l'intérieur, donc il n'est pas pur du tout, quoi. Ensuite, ce sel, on va dire le sel de Guérande, il doit être dosé avec précision et sans précipitation, surtout avec la bonne intention. Le setup produit du gans, qui va être au fond, du gans solide qui va être au fond du récipient, et des acides aminés en surface. Ça, c'est un fait, c'est très important. Et si par malheur, vous avez des incidents, bon, les principaux ont été répertoriés, et on parlera de certains qui peuvent arriver au fil de l'eau quand on fait certains gans. Mais il faut être très très positif et dire que tous ces incidents sont résolus et peuvent être résolus. Donc ce soir, j'ai pas eu de questions en plus, donc si ce n'est la propreté
du setup et en plus la propreté au niveau de la mise en salinité de l'eau. Donc ça va de soi. Le 12 décembre, je vous donne rendez-vous pour le module numéro 5. On verra donc le résumé succinct de ce module qu'on vient de parcourir. Hein. Et on verra surtout la création de gaz de CO2. Très important. J'ai choisi d'avoir un intervalle entre deux sessions de 3 semaines parce que c'est un travail assez important qui me demande beaucoup de concentration et surtout beaucoup de temps pour compiler et faire la synthèse de tous les articles et de tous les cours. Et vu que j'ai aussi pas mal de travail avec la Fondation par rapport à tout ce que je fais en agriculture et sur les mangroves, c'est la bonne distance. Donc je pense donc vous retrouver le 12 décembre, ça sera avec plaisir. Et puis cette fois-ci, j'espère que j'enregistrerai en direct. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.